à tous et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Au programme de cette émission, c'est bien de chez nous. Duke nous emmènera aujourd'hui à Lifou où nous assisterons à la fête de Pâques. Puis Marie-Hélène nous emmènera faire notre marché puisqu'elle nous parle aujourd'hui de la culture bio. Ce sera dans sa chronique Job et Éducation. Et pour finir, nous rejoindrons Anna qui s'occupe de nous puisqu'elle nous parle des plantes médicinales. Mais avant ça, rejoignons l'invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Monsieur Charles Juni, qui est donc le directeur de l'EPFIP. Bonjour Monsieur Juni. Bonjour Chloé. Alors, ma première question, tout simplement, qu'est-ce que l'EPFIP? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'établissement? Oui Chloé, bon, avant tout, merci beaucoup de nous avoir invités sur votre plateau, Merci parce que comme c'est la première fois, désolé, on va un peu être stressé, c'est la première fois, mais en tout cas, on est très content d'être là. On représente l'EPFIP et je représente aussi en même temps la province des îles. En tout cas, bonne année. Merci. Et plein de bonnes choses vœux. pour vous et bonne continuation pour vos émissions et toutes vos actions pour l'année 2015. Merci beaucoup. Donc, concernant votre question, si vous voulez, l'EPFIP, c'est un établissement provincial destiné justement à l'emploi et la formation et l'insertion professionnelle. Et donc ça, c'est un établissement, je dirais, à caractère administratif et qui a une autonomie financière et doté d'une personnalité morale. Donc là, ce que je peux dire par rapport à l'EPFIP. Sinon, on pourrait dire aussi que les caractéristiques de l'EPFIP, donc c'est administré par un conseil d'administration. Aujourd'hui, notre présidente, c'est Mme Kala Khwala. Mme Khwala Bernadette Maleta, c'est notre présidente. Et qu'est-ce que je peux dire de plus concernant le conseil d'administration? Depuis quand ça existe, l'EPFIP? L'EPFIP, notre établissement a été créé en 2006, opérationnel en 2007. Et pour quelle raison? Dans quel but? Dans quel objectif est-ce que cet établissement a été créé? Les objectifs, je crois qu'ils sont assez clairs. Hein. C'est un peu comme le nom de l'établissement. Donc nous, on est là pour accompagner nos demandeurs d'emploi, donc dans le domaine de l'emploi, de l'insertion professionnelle et notamment, je veux dire, de la formation professionnelle. Alors vous êtes basé, vous, à Lifou, mais il y a 3 antennes. Donc il y a une antenne en fait sur chacune des îles Loyauté, une à Lifou, une à Marais, une à Ouvéa. Et puis il y a également un bureau, une antenne qui se trouve à Nouméa, qui correspond plutôt à la province des îles. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, notre siège social est basé sur Lifou. Donc je dirais toutes les activités en grandeur nature, ça se passe sur Lifou. Après, il y a 2 autres antennes, donc l'antenne de Marais et l'antenne d'Ouvéa. Concernant plutôt Nouméa, donc nous on a une personne, donc ça c'est un agent plutôt de la province des îles, de notre collectivité, mais qui se charge des fois des activités de l'établissement de l'EPFIP. Alors quelles sont les dispositifs qui sont mis en place par l'EPFIP et puis surtout à qui s'adresse cet établissement? D'accord, si vous voulez, nous, on n'est pas comme la province sud et la province nord, parce qu'ils ont eu ils ont eu de la chance d'avoir beaucoup de mesures d'insertion, mais nous, on n'a que 3, au niveau de la province des îles. Et avant de présenter justement les mesures d'insertion de la province des îles, nous, on a notre particularité concernant notre établissement. Et d'ailleurs, c'est un peu l'objet aujourd'hui des grands débats concernant le gouvernement. Donc nous, notre particularité, c'est d'avoir proposé justement un guichet unique. Et ça, c'est très, très important dans la mesure où nos élus de la province des îles, ils ont eu l'intelligence de créer cet établissement et de proposer ce guichet unique par rapport à l'expérience que nous avons connue au niveau de la province des îles. Et donc aujourd'hui, c'est ça notre particularité qui est tout à fait originale par rapport à la province sud et la province nord. Ce qu'on espère tout simplement, c'est que les 2 autres provinces, je veux dire, vont essayer de faire un peu comme la province des îles. Concernant les dispositifs d'insertion, donc les mesures, donc nous, il en existe 3. La première mesure, c'est le SMSE, on appelle ça le stage de mise en situation en entreprise. Donc ça, c'est destiné pour des jeunes de plus de 16 ans. C'est pour leur permettre justement de découvrir pour la première fois le monde du travail et de voir un petit peu si, par exemple, tel emploi ou tel métier
Ça correspond à leurs souhaits, ça correspond, je dirais, à leur projet professionnel. Donc voilà, ça c'est un peu la première découverte du monde du travail. La deuxième mesure, c'est ce qu'on appelle chez nous le SPE. Donc ça, c'est le stage de préqualification en entreprise. Ça s'adresse à plus de 18 ans, de 18 à plus de, enfin, 18 ans et plus. Et donc ça, c'est pour une qualification professionnelle. Donc ça, c'est la deuxième mesure. Et la troisième mesure, c'est justement le RIL. Et donc ça, c'est notre dispositif phare au niveau de la province des îles. Et c'est pour nous très important, c'est aussi très important cette troisième mesure, dans la mesure où c'est un acquis politique. Ça a été négocié à l'époque, dans le temps de, je crois que M. Zoui, qui était encore président de la province des îles. Et c'est un contrat, j'appelle ça un contrat de travail très très aidé. Et c'est original parce que c'est le seul contrat aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie qui existe dans l'état d'esprit du RIL aujourd'hui. Alors le RIL, on précise, ça veut dire donc revenu. Revenu pour l'insertion des loyautés. Des loyautés. Voilà. D'accord. Donc ce sont 3 dispositifs qui sont mis en place par les PFIP pour l'aide à la formation. Et donc ça concerne principalement des personnes qui sont hors du système scolaire et qui sont demandeurs d'emploi ou qui n'ont pas eu de diplôme et qui sont à la recherche d'un emploi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, comme justement, concernant les conditions des 3 mesures, donc par exemple le SMSE, ça s'adresse aux catégories de personnes de 16 ans, des jeunes de 16 ans et plus. Pareil pour le SPE et le RIL. Et donc, en fait, ça s'adresse, je dirais, les 2 premières mesures, ça s'adresse aux demandeurs d'emploi de jeunes de 16 à 25 ans. Après, le RIL, c'est de 26 à plus, on va dire comme ça les choses. Et nous, chez nous, par rapport à l'état d'esprit, comment nous, on examine nos dossiers et on essaie de travailler avec notre population, il n'y a pas d'âge, on va dire, il n'y a pas d'âge plafonné. En fait, tout le monde est là, peut émerger chez nous au niveau à l'EPFIP. C'est-à-dire qu'on peut commencer de 16 à 60 ans et 60 ans et plus, on va dire comme ça les choses. Il n'y a pas de retraités, parce que c'est très important aussi chez nous. Donc c'est pour ça, je dirais, c'est l'objet quelque part de la particularité de l'établissement. D'accord. C'est guichet unique, tout le monde se concentre vers les PFIP. D'accord. Donc, concrètement, une personne à la recherche d'un emploi de plus de 16 ans se présente chez vous. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Si vous voulez, pas seulement un jeune de 16 ans, mais tout le monde. De plus de 16 ans, oui. Voilà, de plus de 16 ans. On va dire comme ça, tout public on reçoit à l'EPFIP. Donc nous, quand un jeune ou quelqu'un arrive à l'EPFIP, il y a ce qu'on appelle ça les conseillers, les C2IP, les conseillers d'insertion professionnelle. Donc la première fois, on fait un diagnostic. On fait un premier entretien, diagnostic, on échange un petit peu comment ça se passe et la situation administrative quelque part ou scolaire de l'individu ou du jeune ou du public qu'on accueille. À partir de là, on dit, ça c'est le premier diagnostic. Et c'est justement l'objet un des premiers outils d'accompagnement, ce que nous faisons actuellement au niveau de l'établissement. Après le diagnostic, on laisse un temps à ce jeune ou à cette personne de ruminer un peu son projet professionnel suite au premier entretien. Et ça laisse aussi le temps au conseiller de faire des vérifications des informations, enfin l'exactitude des informations données par la personne. Parce qu'il se peut que, des fois, on ne va pas rentrer là-dessus, mais je dirais, c'est aussi un temps pour la vérification et aussi quelque part pour que le jeune, après le premier entretien, il dit, peut-être que le projet professionnel que j'ai peut-être pensé, ce n'est peut-être pas ça. Donc après, ça permet aussi au deuxième. Normalement, on fait 3 entretiens. Au bout du 3e entretien, c'est là qu'on élabore. C'est ça on va rentrer dans le 2e outil d'accompagnement. On élabore on va dire les 3 PVI, c'est-à-dire que le parcours personnalisé prévisionnel vers l'insertion de la personne par rapport à son projet professionnel. Et sur le parcours, donc prévisionnel, effectivement, en fonction des 3 entretiens, on dit, voilà, la personne, elle souhaite être, par exemple, son métier ou son projet professionnel, d'être plombier ou autre. On va commencer par telle mesure. Après, on propose une action de formation, parce que vous avez vu, il y a un dispositif supplémentaire concernant la province des îles, c'est la programmation de la province des îles et la programmation
de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous, grâce à ces deux programmations, on tire des actions et on essaie d'élaborer, et on va dire de consolider et renforcer le parcours prévisionnel du public qu'on reçoit chez nous. Des mesures, après aussi intercoupées par des actions de formation, qui pourront se passer aussi à la province ou à la province des îles, ou en sinon entreprise. ou en entreprise sur Nouméa. Donc vous travaillez en collaboration aussi avec des entreprises qui sont demandeuses en fonction des secteurs recherchés. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est aussi l'objet, je veux dire, c'est le champ de compétences d'un C2IP, d'un conseiller en insertion professionnelle. Donc lui, en gros, il doit savoir faire de la prospection, parce qu'avant de placer nos jeunes demandeurs d'emploi au sein des entreprises, il faut qu'ils fassent de la prospection auprès des entreprises pour savoir si les entreprises souhaitent accueillir ou recruter aussi des jeunes demandeurs d'emploi. C'est aussi, je veux dire, la période, le moment où le conseiller va échanger avec un responsable de l'entreprise concernant les besoins en formation. Parce que peut-être les entreprises, même en termes de salariés, leurs salariés ils ont besoin de formation. Donc chez nous, on propose aussi des formations pour les salariés des entreprises ou des structures. D'accord. Et donc c'est ce qu'on appelle ça la période de prospection. Une fois le C2IP il a fait la prospection auprès des entreprises, il saura en gros les besoins de l'entreprise. À partir de là, même en termes pas seulement en termes d'action de formation, mais c'est aussi en termes de création d'emplois. Et donc c'est là qu'en fait, quand il va négocier, il va dire, ben, tiens, si vous avez besoin par exemple d'un comptable d'ici 2 ans, nous, dans notre vivier de demandeurs d'emploi, il y a des jeunes qui sont peut-être capables d'occuper ce poste-là, mais nous, voilà nos propositions par rapport à ce jeune-là. On vous propose une mise à disposition par nos biais des 3 mesures, donc SMSE, SPE et le RIL. Et donc en même temps, vous allez former ce jeune-là en fonction de vos besoins. C'est-à-dire, moi j'ai l'habitude de dire, le terme que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est de formater le jeune en fonction des besoins de l'entreprise en question. D'accord, donc avec une promesse d'embauche à la clé peut-être. Voilà, ça fait partie aussi en fonction des besoins. En fonction des besoins. D'accord. Alors, un petit mot sur les jobs d'été en cette période de vacances. Oui, les jobs d'été. Donc, si vous voulez, les jobs d'été aujourd'hui, ça fait 2 ans que la province des îles nous a confié justement ce dispositif. Donc, ce n'est pas un dispositif, je dirais, facile, mais ça s'adresse à nos jeunes bacheliers, on va dire les Bac plus 2, les Bac plus 3, mais aussi ça s'adresse à j'ai envie de dire, à nos jeunes métropolitains qui reviennent un peu ici chez nous, soit dans les îles, soit à Nouméa, des étudiants qui sont en métropole. Donc ça, c'est la période juillet-août. Si vous voulez, il y a 2 périodes pour les jobs d'été. C'est décembre, janvier, pendant les grandes vacances scolaires. Les vacances scolaires, ça s'adresse à nos enfants d'ici, du pays, qui résident en Nouvelle-Calédonie. Et la deuxième période, c'est juillet-août, pour les étudiants qui sont en métropole et qui reviennent ici pendant les vacances. D'accord, donc vous offrez à ce moment-là des jobs d'été. Il suffit simplement de se présenter chez vous, de s'inscrire. Exactement, il suffit de se présenter. Et de toute façon, par exemple, au niveau de la politique d'information concernant les PFIP, à partir du mois d'octobre-novembre, nous, on fait une campagne d'information pour les périodes de dépôt de dossiers et aussi de clôture. Alors, il y a également un bus qui est mis à disposition pour la formation, donc le BFIP. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, rapidement. Ça, si vous voulez, c'est un peu dans le cadre des activités de l'EPFIP. On a pas mal d'activités, mais on a concentré un peu nos efforts sur, je dirais, les informations en tribu. Donc, on a mis en place initialement le BFIP, qui est devenu aujourd'hui la caravane des services publics, parce qu'aujourd'hui, la caravane des services publics, ça englobe aussi toutes les directions opérationnelles de la collectivité de la province des îles, mais aussi, je dirais, la commune, la subdivision administrative. Bon, sachez que nous, on travaille avec l'État, même si c'est l'État français, mais on travaille avec la subdivision. C'est très important. Tous les organismes ou toutes les collectivités œuvrent par le biais de la caravane des services publics pour faire des informations au niveau de la population, pour être beaucoup plus proche de la population. Exactement. Et donc ça, pour être plus précis, donc on fait des permanences tous les jeudis. Tous les jeudis. Donc sur les 3 îles, tous les jeudis.
Les bus Voilà, c'est-à-dire que nous, sur l'IFU, ça fait déjà 2 ans qu'on fait sur l'IFU. Marais, on a commencé l'année dernière, mais bon, il faut encore concentrer nos efforts cette année, 2015. OVH, ça fait déjà 1 an et demi, enfin presque 2 ans aussi, ils ont effectué les tournées. D'accord. Alors pour finir, un petit mot sur les projets 2015, alors un bilan peut-être pour 2014 sur vos actions et puis surtout les perspectives pour 2015. Le bilan, je pense que c'est beaucoup plus, je dirais, nos élus et puis nos demandeurs d'emploi qui vont nous dire le bilan. Mais en tout cas, en tant que, je dirais, gestionnaire de l'établissement et directeur, aujourd'hui, moi, je pense que justement, on a fait notre commission de renouvellement concernant le RIL. Il y a un certain nombre de choses qui ont été évoquées. Le RIL, parce que concernant le revenu pour l'insertion des loyautés. Donc là, si vous voulez, en gros, concernant ce dispositif, en tous les cas, pour nous, c'est très positif l'année 2014 parce qu'on a comptabilisé une trentaine d'embauches et 11 entrées en formation sur, je dirais, 240 bénéficiaires du dispositif. Donc pour nous, c'est très important dans la mesure où peut-être que certains diront « Oh, une trentaine d'embauches, ce n'est pas suffisant » ou En tout cas, pour nous, au niveau de la province d'Île, en ayant un bassin d'emploi je dirais, assez moindre. Donc, une trentaine d'embauches, c'est quand même important. Donc, au fil des années, on comptabilise, je dirais, une progression dans les différents secteurs. Même si, je crois qu'en 2012, on a quand même une 42 ou une 45 embauches. Et dans les 45 embauches, une douzaine de CDI. Donc, c'est quand même important. D'accord. Voilà. Et pour 2015, est-ce qu'il y a de nouvelles formations qui sont prévues, de nouveaux secteurs envisagés? Tout à fait. Je dirais, pour nous, au niveau de la province des îles, il y a les 3 mesures quand on a évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi, je dirais, en termes de formation, il y a la programmation de la province des îles, la PROG-PIL, et aussi la PROG-NC. Donc, la PROG-PIL, ça n'a pas été présenté, mais on va présenter incessamment sous peu. Donc ça concerne tous les secteurs. Donc il y a la pêche, l'agriculture, l'administration. Enfin, il y a en gros, par rapport à la PROG, il y a une douzaine de secteurs. Donc, et concernant la PROG, justement, ce que j'ai envie de rajouter ou d'avoir un complément d'information, la programmation de la province des îles, ça découle des besoins spécifiques des loyalciens. Donc, après, à côté de ça, il y a la programmation NC, programmation de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est les besoins, je dirais, du pays. Ça englobe le territoire. Voilà. Et donc, ça complète notre programmation de la province des îles, ça complète la programmation NC. D'accord. Et Monsieur Geny, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous remercie aussi parce que c'est la première fois qu'on vient sur le plateau de NC TV. Donc, en tout cas, merci. Et puis, encore une fois, bonne année. Et plein de bonnes choses positives et que Dieu vous bénisse pour l'année 2015. Merci beaucoup. Quant à nous, on passe à l'agenda du jour avec Davina. Salut Davina. Salut Chloé et bonjour à tous. Alors, comme tu le sais, on va continuer notre petit voyage aux îles Loyauté. On va parler des différents événements qui s'y passent. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener à Marais et plus précisément du côté de la tribu de Tawainetch sur le site de Oura où se tiendra du 3 au 5 juillet la fête du Oura tout simplement. Donc il faut savoir qu'en 2002, quand a été lancé l'événement, ça ne s'appelait pas encore la fête mais le marché de Oura. C'est qu'en 2014 qu'on a changé le nom et que c'est devenu la fameuse fête qu'on connaît aujourd'hui. Alors cette fête met à l'honneur donc l'abondance des produits de la terre et de la mer. C'est un peu un remerciement si tu veux. Voilà. Et on doit donc il doit son nom à une source qui jaillit en mer, donc au pied de la falaise de Janine, non loin de la tribu. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que si tu traduis le mot Oura du Négonais en français, ça veut dire l'eau qui jaillit. Et c'est quoi l'autre traduction du mot Oura? Alors, Oura aussi, ça peut désigner une variété de taro que tu trouves là-bas à Marais. En parlant du taro, ça fait partie de c'est l'un des produits que tu vas trouver là-bas sur les 40 stands qui seront proposés. Donc, il y aura aussi des fruits, des légumes, bien sûr, des plantes, des fleurs, et puis tous les produits de la mer. Je pense là aux langoustes et aux bivanos notamment. Au programme donc du vendredi au dimanche, outre les stands de restauration, il y aura aussi diverses activités qui vous seront proposées, notamment de venir découvrir
découvrir les sculpteurs ou les spécialistes de la distillation du bois de santal. Il y aura même les mamans tresseuses qui seront là et puis qui vous montreront un peu ce qu'elles savent faire. Et puis, il y aura aussi la présence de cette dame de Tawaiinetch qui fournit la ligue de cricket en balle. Ah, oui. C'est une des grosses fournisseuses en balle pour la ligue de cricket du pays. Donc voilà, on la salue. Au programme aussi de nombreuses danses et puis des chants des chorales de marée. Et puis aussi pour les sportifs, il y aura du volleyball, du football, du cricket. Enfin voilà, de quoi occuper un peu tout le monde. Oui. Il y aura aussi des visites, notamment du saut du guerrier ou du trou du guerrier aussi, pour ceux qui le veulent. Et puis on va noter aussi que il y aura notamment l'activité principale, c'est quand même la découverte de la source d'eau qui donne le nom à l'événement, donc de la source d'eau de Oura. Eh bien, merci. On retournera donc sur les îles Loyauté demain. Et pour le moment, on revient sur le territoire pour la suite des informations. Oui, c'est ça. Donc, je propose qu'on aille à Pointe-Bout où l'association Fabamel, en partenariat avec les mairies de Koné et de Pointe-Bout, ils organisent ensemble donc un centre de vacances pour l'été 2015 pour les périodes allant du 12 janvier au 13 février sur le thème Mon comportement écolo. Donc ce centre s'adresse aux enfants qui ont entre 3 et 12 ans et puis ça se passera sur le site du château Grimini. Donc pour ceux qui sont intéressés, les inscriptions se font de 13h30 à 16h30 sur le site du château Grimini. Et vous pourrez, si vous voulez, obtenir des informations supplémentaires. Appelez le numéro qui s'affiche, le 47 21 69. Attention, il y a un certain nombre de documents à remplir. Il y aura notamment besoin du carnet de santé de l'enfant pour remplir la fiche de liaison sanitaire. N'oubliez pas non plus d'apporter vos différents bons, que ce soit CAFAT ou bons vacances pour les inscriptions. Et ensuite, on va du côté de Touhou pour quelques petites infos à l'attention des parents d'élèves. Et oui, ça concerne en fait les inscriptions à la cantine et au bus pour l'année scolaire 2015. Donc pour les retardataires, vous avez encore jusqu'à la rentrée pour vous inscrire. Donc ça arrive tous les ans, il y a toujours des retardataires. Il faut aller du côté du service enseignement de la mairie et puis notez quand même que vous aurez le double de la somme à payer. Ça vous apprendra pour l'année prochaine. Aïe. Donc il faut savoir que vous aurez 3 000 francs à payer par enfant qui seront en primaire et 6 000 francs pour les collégiens et les lycéens. Donc voilà. Notez que lors de l'inscription, vous devrez préciser un certain nombre d'infos. Donc si vous avez décidé que vous ne pouvez pas y aller, que c'est un membre de la famille qui va à votre place, il faut lui préciser notamment la date de naissance de l'enfant, son adresse, le lieu de ramassage, l'établissement et la classe fréquentée, le nom du responsable légal et il faudra également fournir une photo d'identité ou si vous n'avez pas de photo, la carte de transport de l'année 2014. Alors, est-ce que tu as un numéro de téléphone à communiquer à nos amis téléspectateurs? Yes, tout à fait. Donc, le 42 88 07, c'est le numéro de la mairie. Il faudra demander le service enseignement. Voilà, Chloé. Merci, Davina, pour toutes ces infos. Merci à toi et à tout à l'heure. On te retrouve tout à l'heure pour le C'est fin vrai. bon. Quant à nous, nous passons à la chronique C'est bien de chez nous avec Duke. Et bonjour Duke, alors aujourd'hui tu nous parles de la convention qui a lieu donc à Pâques chaque année à Lifou. C'est ça Chloé, bonjour à vous à la maison. Alors Chloé, cette convention, en gros c'est un rassemblement de toutes les paroisses de Lifou qui se tient, comme tu le disais, pendant le week-end de Pâques. C'est donc pour fêter la résurrection du Christ que entre 2500 quand même et 3000 fidèles vont se retrouver chaque année à la même date, mais dans une tribu différente. Oui, donc ça tourne. L'année d'avant, c'était à Loengoni. L'année dernière, c'était à Nachaom d'accueillir l'événement. Mais qu'est-ce qui s'y passe exactement? En fait, Chloé, même si chaque année des thèmes sont choisis pour donner une teinte un peu particulière à ce moment de partage, le principe reste tout de même la célébration de la vie. Alors en se basant sur la vie, sur les enseignements du Christ, les fidèles, tous ces paroissiens là, vont célébrer le cycle de la vie, la mort, puis surtout la résurrection, la renaissance comme tu dis. Et pour cela, la convention est rythmée par des ateliers bibliques, des lectures, des réflexions, des débats,
des moments de prière, mais aussi un grand concours de chant, Chloé. Ah oui, donc ça doit être bien animé, et surtout que ça doit être une sacrée organisation pour accueillir tout ce monde, parce que 2500 personnes, tu disais, ça fait quand même beaucoup. C'est vrai, Chloé. Alors, tu vois, chaque maison de la tribu qui accueille donc l'événement, chaque maison, chaque famille doit préparer donc des abris pour loger les gens, parce que c'est presque tous les habitants des presque 32 tribus de l'Ifou qui se retrouvent pendant cette convention. Alors même si les institutions apportent un petit peu leur soutien, et puis que les paroisses se donnent la main, c'est le gros travail, le gros poids reste quand même sur les épaules de la tribu accueillante, qui doit donc loger et puis restaurer tous ces 2500 à 3000 fidèles. Donc voilà, comme tu dis, c'est toute une logistique. Mais Chloé, pour mieux cerner, pour mieux comprendre un petit peu l'événement qu'est la convention, je te propose qu'on reparte un petit peu en arrière. On retourne en 2013. Cette année-là, je crois que c'était la tribu de Loengoni, Loengoni qui a accueilli cette convention-là, la fête de Pâques. Et puis au passage, Loengoni, ça veut dire les deux grains de sable. C'était donc la tribu des deux grains de sable là, qui a accueilli la convention. Alors, je te propose qu'on regarde ensemble ce petit sujet avec vous à la maison. C'est un sujet qui a été réalisé par notre confrère, notre ami Israël Erson. La convention a commencé dans les années 1899. On a déjà eu l'occasion de fêter le centenaire de ce grand événement. Et c'est beaucoup plus un événement qui regroupe toute la communauté chrétienne de l'église protestante, de toutes les tribus de l'Ifou. L'île de Tiga, comme elle fait partie coutumièrement et administrativement coutumièrement à l'île de l'Ifou, dans le district de Lersi, et administrativement à la commune de l'Ifou. Donc elle fait partie intégrante de cette organisation. Et également ont été conviés pour ce grand événement l'Église catholique et l'Église évangélique libre. Et c'était un grand rassemblement autour de la Pâque, de la mort et de la résurrection du Christ. Et il a eu lieu tous les ans dans différentes tribus. Merci pour votre implication. La province des îles Loyauté, pour l'équipe médicale. Merci à Monsieur le maire pour toutes les aides attribuées aux différentes maisons d'accueil dans les différentes tribus accueillant la part, pour l'amélioration et construction des routes et pour bien d'autres choses encore. Merci. Au sein d'une organisation dans une tribu, il y a le pasteur, il y a les diacres, mais il y a aussi ce qu'on appelle une branche que l'on appelle le Kéressiano. Et dans chaque tribu, il y a un délégué de Kéressiano qui lui est assisté d'un délégué Ofessa. Ça, c'est qu'on appelle ça des appellations. Ces délégués dans des paroisses se réunissent autour du président et de son bureau et ils fixent pour une période de 10 ans les tribus qui vont accueillir la convention. Et la convention elle est déjà programmée jusque dans les années 2020, si ce n'est pas plus. Parce que toutes les tribus, comme on appelle, présentent leur souhait, leur candidature pour accueillir l'événement. La convention aujourd'hui, c'est une fête avant tout religieuse
et en même temps culturelle. Il y a aussi les chorales qui sont quand même des pratiques artistiques où toutes les tribus, comme on appelle, présentent des chants, des compositions qu'ils reprennent parfois sur les compositions qui ont été écrites par des anciens. Et ce que l'on a appris, on essaie de transmettre aux jeunes générations qui assureront, eux, plus tard, la relève. Je vois l'exemple de notre chorale. Il ne reste plus que deux grands-mères qui nous accompagnent. Mais la plupart, ils sont déjà, comme on appelle, dans les bancs, en train de nous écouter. Mais on essaye de faire sortir la jeunesse pour les intéresser à ce genre de pratiques artistiques. Dans l'organisation de la célébration de Pâques, il y a aussi un volet concours de chant. Et quand on parle de concours, il faut mettre en place aussi des jurys. Parce qu'il faudra quand même identifier qui est le bon groupe. Et voilà, c'est pour essayer de relever quand même le niveau de la chorale dans les tribus. Parce que parfois, on a des chorales qui sont quand même assez anciennes. Et maintenant, avec la connaissance des autres techniques de solfège, on essaye de faire intégrer pour améliorer et relever le niveau de notre chorale au sein des tribus. Tout ça, ce n'est juste que pour apporter une jolie mélodie, un bon chant à écouter pour intéresser tout le monde sur la parole qui est partagée. Pour nous, cette baraque-là, elle est faite pour 3 week-ends. Donc les 2 week-ends précédents, c'est le grand chef qui inaugure. Et le 2e week-end, c'est le bureau du Chéressiano. Et le 3e, c'est aujourd'hui, c'est la Pâque. Et c'est fait par étape. Donc pour nous, pour moi personnellement, les baraques-là, c'est fait pour 3 semaines. Et après, on va le retirer. Nous, ici à l'ERCI, quand on prend la convention ici à l'ERCI, en tant que délégué, je demande à mes collègues, les délégués de l'ERCI, de venir nous aider, de couper du bois, de faire des baraques. C'est un peu... C'est ça, c'est un travail... voilà, l'union fait la force, quoi. Parce que les gens, ils savent que c'est un truc qui est ancré dans nous, quoi, les gens de l'IFU, cet événement-là. Comme disent toujours les gens, hein, quand on me demande alors tu accueilles quelle tribu, à chaque fois je dis j'accueille la tribu de l'Ochila. Et alors la réaction, waouh, c'est une grande tribu. Et c'est vrai que l'habitude, quand ils arrivent dans les conventions, c'est toujours un nombre assez important, voire 300, 400 personnes, quoi. Et voilà, quand tu sais que tu dois héberger ces gens-là, ils doivent dormir quand même de nuit. Donc on a été obligé d'investir sur la case, puisqu'on a déjà une case existante, mais il faut rénover tout ça. Il faut changer la paille. La paille, elle coûte plus cher que les feuilles de cocotier, donc voilà notre investissement. Ensuite, on a dû construire un bloc sanitaire. Nous avons 2 toilettes et 2 douches. Et bon, quand tu veux accueillir des gens, c'est la première chose que tu dois quand même offrir aux gens, l'hygiène. Donc voilà, pour que les gens puissent... voilà, il faut un grand bloc, surtout pour une tribu aussi grande, quoi, voilà.
Là pour le service, on a dit, voilà, on a mis le paquet hein, au niveau de la décoration, donc tout, on a essayé de tout mettre pour que nos invités, quand ils viennent, voilà, tout est au top, hein, soit dans le service de table, au niveau du service, au niveau de la cuisine, et aussi tout en respectant tout ce qui est hygiène, hein, au niveau de sécurité alimentaire. Hein. Ça c'est aussi le mot d'ordre qu'on avait mis en place avec l'équipe de la maison et aussi les paroissiens de Louchila qui sont venus. Je pense que si on parle de financement hein, de ce type d'accueil, hein, je pense que chacun a contribué, chacun a apporté. Hein. La maison elle-même, elle a mis tout en place le stock en alimentaire, que ce soit au niveau des légumes, au niveau de la boisson, au niveau des viandes, des poissons, tout ça. Je pense que chacun a apporté. Les familles aussi, ils ont apporté la veille du week-end pascal pour que tout est en place et juste après pour pouvoir élaborer les menus, c'est plus facile au niveau de la production pour étaler les menus tout au long du week-end pascal. Dans l'organisation hein, de cuisine, hein, on fait en sorte que chacun joue son rôle. Hein. Il y a les filles qui sont à la plonge, les garçons qui sont dans les cuisines, hein, au fait de bois avec les mamans, et les vieux qui sont au Mélécap, là où il y a la coutume. Voilà, on a réparti un peu toutes les tâches. Hein. Chacun, c'est comme dans une grande cuisine. Hein. Il y a toujours un responsable, il y a des chefs. En sachant qu'on est dans une fête religieuse, on a laissé un peu nos étiquettes de dire voilà, il y a un chef cuisinier, il y a ça, mais il y a toujours le responsable, le plus grand responsable dans toute cette organisation, c'est le délégué de Cristiano, de la tribu qui est accueilli dans la maison. Nous, on est là en suivant les ordres et puis voilà, au niveau de la production, on peut partir sur des menus préétablis déjà et puis on peut faire fonctionner le tout en même temps dans ce week-end. La coutume, c'est l'élément qui permet de lier les gens, qui permet de solidifier toujours des liens, parce qu'on sait qu'au fil du temps, les liens ils se dilatent, mais ces événements-là aussi, ça nous permet de réunir encore la famille, de faire partir les mauvaises ondes, les mauvaises pensées. Donc ça permet de toujours solidifier le lien. Donc c'est surtout l'échange. À travers cet échange, il y a beaucoup de communication qui se fait à double sens. Donc c'est positif. Je pense que c'est positif pour chaque personne, chaque individu. C'est beaucoup la communication. La communication, ça permet de replacer les gens, ça permet de remettre en question les gens. Ça permet aussi aux personnes de voir l'avenir plus clairement. Et c'est à travers cette communication-là que les gens ont beaucoup gagné. Donc après, il y a tout ce qui est logistique, il y a tout ce qui est argent. Mais je pense que c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est beaucoup les échanges. Et comme vous voyez là, ça dure déjà à un moment donné parce qu'après, il y a l'émotion qui arrive. À travers la communication, il y a l'émotion qui prend le dessus. Et donc, quand l'émotion prend le dessus, les gens ils sont plus ouverts. Et la communication se fait plus facilement. Comme on dit souvent sur nos échanges culturels et coutumiers, il y a deux choses qui sont à la base d'un jeune mélanésien, surtout moi je parle de l'Ifou. Il y a la coutume et la religion. Et c'est ces deux facteurs qui permettent aux jeunes Kanaks, aux jeunes mélanésiens, de véhiculer sa vie. Et donc la religion, elle vient toujours
vient toujours remplir le manque qu'il y a à l'intérieur de la coutume. Pareil pour la coutume aussi. Il vient aussi pallier le handicap qu'il y a de la religion. Donc comme je disais toujours tout à l'heure, ces deux choses-là, ces deux éléments qui permettent aux jeunes Kanaks de pouvoir véhiculer proprement sa vie, tout le long de sa vie. Bon, il y a la vie d'un jeune Kanak qui est échelonné d'étapes. Donc c'est ces deux éléments-là qui vont permettre au jeune Kanak d'arriver à un moment d'être sage, parce qu'il a en lui la religion et la coutume. Et c'est ce qui a été transmis de génération en génération. Alors, ce qui fait un peu la société Kanak d'aujourd'hui. C'est vraiment un très grand événement et ce qu'on voit à travers ce reportage, c'est surtout ce qui prime, c'est le partage. Tu as raison Chloé, dans le partage, dans l'accueil, le partage des paroles qui vont nourrir un petit peu les fidèles pendant cet événement, le partage aussi des chants qui sont présentés pendant le concours. Et puis ce qu'on peut dire par rapport à ce thème-là de partage, c'est que ce rassemblement, il est tout à l'image de la démarche un peu de nos vieux qui, il y a presque maintenant 175 ans, ont accueilli la parole divine et puis qui l'ont partagée à l'ensemble du pays. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu. Chloé. Merci beaucoup Duke pour toutes ces informations. Écoute, merci à toi et puis merci encore à vous à la maison. Quant à nous, on rejoint Marie-Hélène pour la rubrique Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, alors aujourd'hui direction UVA pour parler de culture bio. Nous nous rendrons sur l'exploitation agricole de la famille Naweango. Alors dis-nous Marie-Hélène, est-ce que c'est compliqué d'obtenir un label bio ? Alors bonjour Chloé et bonjour fidèles téléspectateurs. Alors c'est pas que c'est compliqué finalement Chloé, c'est simplement qu'il faut être patient. Parce qu'effectivement les étapes de la procédure sont assez longues. Donc c'est comme pour un examen, il faut prendre son mal en patience. Lorsqu'un agriculteur veut être certifié bio, donc l'objectif c'est qu'il reçoive en fait un avis favorable à chaque étape de la procédure. D'accord, donc on comprend mieux pourquoi l'obtention d'un label bio prend un certain temps. Alors lorsqu'un agriculteur choisit ce type de démarche pour sa production, par quoi est-ce qu'il doit commencer ? Alors tout d'abord, il va rencontrer, si tu veux, un animateur local de l'association Bio Caledonia. Sur les îles Loyauté, pas de problème pour en rencontrer un, puisqu'on peut en rencontrer un à Marais, à UVA et à Lifou sans aucun problème. Ensuite, une fois la rencontre faite, effectuée, il faudra adhérer en fait à l'association et donc intégrer en fait le groupe local qui est composé d'agriculteurs et de consommateurs. Ensuite, il pourra entamer donc la démarche de certification. Alors j'imagine qu'ensuite il devra préparer un dossier pour présenter son exploitation. Alors exactement, ce dossier porte un nom, il s'agit d'un plan de gestion qui comprend tout un tas d'informations, donc détails de la surface, les semences qui sont utilisées, quoi d'autre encore, la culture qui va être effectuée sur l'exploitation. Ensuite, une fois que ce plan de gestion est terminé, il fera donc une présentation devant justement
effectivement le groupe composé donc d'agriculteurs et de consommateurs. Après tout cela, eh ben, l'exploitation, elle sera visitée. Alors, il me semble que les professionnels doivent répondre aussi à un certain nombre de critères pour avoir une chance de décrocher donc ce label bio. Tout à fait. Et je te dis que le nombre de critères est assez important. Il faut répondre à pas moins de 300 critères. T'imagines, de sélection, c'est énorme. Tu as raison. C'est rassurant en même temps. Oui, ce qui veut dire que tout est vérifié dans les moindres détails, quoi, hein, et aucun point, si tu veux, ne doit comporter en fait une non-conformité. Hein. Pour résumer, si tu veux, l'idée, c'est que en gros, les actions, si tu veux, au quotidien de l'agriculteur ne doivent pas être contraires finalement à la démarche bio. Exemple, si un agriculteur décide de faire du bio, il ne pourra pas en fait débuter une culture en hydroponie, puisque ces deux techniques sont incompatibles. Alors, une fois que l'exploitation est labellisée, tout ce qui est produit donc bio? Eh bien oui, c'est ça, exactement. Ensuite, l'association Bio-Calédonia, elle va certifier donc certaines productions. Donc ça pourra être une production animale, une production végétale, ça pourra être une culture de la vanilleraie, une vanilleraie, pardon. Ça pourrait être aussi de l'apiculture ou bien encore des produits transformés. Alors comment est-ce que l'association s'organise pour désigner si un produit est bio ou non? En fait, tout est observé au niveau du mode de production. C'est ça le plus important. Donc, ils vont effectuer, si tu veux, des prélèvements de sol pour vérifier qu'il n'y a aucune trace de pesticides voilà, dans les sols, puisque s'il y a production bio, il n'y a donc aucune trace de pesticides, tolérance zéro à ce niveau-là. C'est ce que édicte la norme en fait océanienne d'agriculture biologique qu'on connaît également sous le sigle NOAB. Voilà, NOAB, voilà pour ceux qui veulent le prononcer. Ensuite, en ce qui concerne les métaux lourds, on sait tous qu'il y a des métaux lourds en fait présents naturellement dans le sol. Et ben pour cela, il n'y a pas en fait de points particuliers à vérifier, en tout cas dans la norme européenne. D'accord. Alors au pays, on dépend de quelle réglementation exactement? Parce que je sais, par exemple, qu'en Australie, le seuil de tolérance, c'est pas du tout le même que celui en métropole. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des réglementations différentes selon le pays dans lequel on vit. Alors, nous, on est basé donc sur la norme océanienne d'agriculture biologique, la fameuse norme NOAB. Ensuite, il faut savoir que, Chloé, une réglementation calédonienne est donc en cours de réflexion. Donc voilà, nous aurons peut-être notre propre réglementation d'ici peu. En tout cas, on le souhaite. Pour l'heure, si tu veux, voilà, on dépend de cette norme NOAB, comme je disais tout à l'heure. Et tu sais qu'à UVA, en fait, les agriculteurs n'ont jamais utilisé donc de pesticides pour la culture de leurs produits. Ah oui, non, ça c'est très bien. Ça devrait ravir tous ceux qui veulent manger bien et sain. Surtout. Tout à fait. Toujours des fertilisants naturels, donc aux îles Loyauté. Tu sais même que les professionnels disent pas de pesticides dans l'agriculture d'IAI. Alors, sur les autres îles, comment ça se passe? Alors, à UVA, par exemple, il y a donc trois agriculteurs qui sont certifiés bio, je vais y arriver, dans le secteur donc, du maraîchage et donc dans le secteur de la culture de la vanille. Oui. Et pour les autres îles, figure-toi que certains agriculteurs commencent justement à se reconvertir en bio. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, tu es d'accord? Oui, tout à fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, oui et donc il y en a 12 du côté de Marais aujourd'hui, et puis à Lifou, 10 producteurs donc, sur 16 sont déjà certifiés. Ah oui. Donc reste aux autres peut-être de se lancer dans l'aventure. Oui, ça donne envie en tout cas. Ouais. Alors donc aujourd'hui nous allons du côté d'UVA. Alors oui, exactement, on va du côté d'UVA, puisqu'apparemment UVA est donc l'exemple à suivre, étant donné qu'ils n'ont jamais utilisé de fertilisants, on va dire... des pesticides. Ouais, voilà, oui. On peut dire chimiques, oui, des fertilisants chimiques. Donc Duke Menongo, tu sais qu'il a rencontré un couple d'agriculteurs en fait, voilà, ils sont enfants d'agriculteurs, donc ils ont appris le savoir-faire au fil des ans. Dès 99, ils suivaient donc une formation auprès d'agronomes, une formation donc bio. Ensuite, dès 2003, ils étaient les premiers à participer à une fête à UVA qui s'appelait donc la foire des îles bio. Donc, ils étaient précurseurs déjà aussi dans le domaine du AUVA. Et on va entrer directement cette exploitation agricole, Chloé. Je pense que tu as envie de voir tout ce qu'ils ont à nous montrer. C'est parti, on découvre le reportage de Duke Menongo. Ici, c'est caillouteux. Si je travaille avec le tronc de cocotier, c'est pour
Et pouvoir exploiter dessus, parce que c'est inexploitable, il n'y a que des cailloux dessus. Là. C'est un peu comme ça, là, partout. Là. Le tronc de cocotier, là, il est en fin de vie, là, c'est fini pour lui. Mais au début, quand il était un cocotier comme ça, là, ben, il nous a couverts, on a fait le copra, maintenant on fait le savon, on fait de l'huile, on fait du tourteau. Puis à ce stade-là, là, ben voilà, sa fin de vie, ben on met de la salade dedans. On travaille ça et puis c'est bon. Pour enrichir notre sol. Et là, j'ai commencé là, comme ça. Comment je fais là. Je tire déjà ce qu'il y a dedans le cocotier pourri. Là, je tourne bien au fond comme ça, là. Pour pouvoir mettre la terre, là, que j'ai déjà préparée. On met le mélange dedans. C'est de la terre avec du sable et puis la cendre des fours à copra. Je suis en train d'expérimenter le tronc de cocotier. Comme j'ai travaillé avec le cocotier ici à Yaï. Enfin, j'ai juste montré pour 2 pieds de salade. Étaler un petit peu. Là, c'est pour vous montrer. Après, on pointe un petit coup là. On mouille un petit peu. Et pour pouvoir économiser l'eau, ben, j'utilise l'hydro-rétenteur pour garder un peu plus de l'eau dedans pour mes plantes. Je fais de cette façon là. Juste un petit peu. Je prends mes pieds de salade. Et on plante de cette façon, voilà. Et après on paille. Pour garder l'humidité. Juste après je vais arroser. Par-dessus. Par-dessus le paillage. Je pulvérise l'eau seulement. Il n'y a rien, c'est que de l'eau. J'utilise l'arrosoir et le pulvé, c'est pour économiser l'eau. Et ici à ouvert, on paye l'eau. Ça là, c'est 1500 francs. Une cuve comme ça, là, remplie. Il y a 3000 litres. Sinon tous les jours, je suis obligé d'arroser à l'arrosoir et au pulvérisateur. Je pulvérise l'eau. Pour économiser l'eau. Avec des petites structures comme ça, tu es obligé d'économiser l'eau aussi. Il faut avoir aussi des pièces, quoi. Sinon, tu vas t'amuser à payer de l'eau tout le temps. Puis sur, combien? Disons 1 mètre comme ça, là. 1 mètre sur 3 mètres, ben, tu peux mettre au moins 80 pieds de salade, là. C'est ça l'avantage du tronc de cocotier, c'est que tu peux même emmener devant la maison, au quartier, là. Tu te colles à côté de la fenêtre, puis c'est bon. Petit espace comme ça, tu as 80 pieds de salade. Tu n'es pas obligé de mettre de la salade seulement. Tu peux mettre la salade ici, du persil chinois, du chou chine, du chou. Après, le chou, par exemple, il faut couper un peu plus large ici. Il faut un gros cocotier qui est un peu plus gros. Pour qu'il y ait plus de place pour la grosse feuille de chou qui va pousser. Parce qu'ici aussi, on peut rapprocher. On peut même mettre jusqu'à 100 pieds de salade. C'est ça l'avantage du cocotier. Je prends un peu de sable, tu vois, pour mélanger avec la terre. Pelle de terre, ah, comme ça. On mélange un petit peu comme ça, là. Un peu de cendre de four, pas trop non plus, juste un petit peu. C'est puissant. Tourne encore un petit peu. Faut bien tourner, quoi. Ça, c'est du coco pourri, 30 cocotiers pourris. Un petit peu aussi. Ok. Là, comme c'est plein de cailloux, là, comme ici,
Je vais montrer comment je fais quand il y a plein de cailloux, pour quand même pouvoir faire mon sillon. Là, j'ai mis une certaine épaisseur de bourre de coco, broyée. Une bonne épaisseur, comme ça, là. Puis je vais prendre un peu de sable. C'est pour, comme le sable, il est lourd. Il va faire coller la bourre de coco. Puis comme la bourre de coco, c'est des fibres, tu vois, par rapport aux feuilles mortes de la brousse, là. Là, les feuilles mortes qu'on met dessus, là, si on met du sable dessus, là, ça va pas rester sur place, ça va bouger. Après, on vient avec ça, là. Ça, c'est du tronc de cocotier pourri. Faut bien mettre. Tout ça, là, ça va bien ensemble. Là, le sable, il va le freiner. Puis quand la pluie elle va tomber, là, ça va bien tasser. Puis ça va sortir par ici, là. Au lieu de déborder, puis tout casser, que si on mettait des feuilles mortes, c'est tout un bordel après. Après ça, là, on prend la terre qu'on a mélangée tout à l'heure, là. C'est dans la brouette. Comme ça. Et on met dessus. C'est à vous après de voir la hauteur que vous voulez. L'épaisseur de bourre de coco que vous voulez. Par rapport à la plante que vous allez planter. On peut aller plus loin pour réfléchir dessus. C'est juste une base, mais maintenant c'est à nous tous de réfléchir dessus. Nous qui faisons du bio, il faut aller plus loin sur la réflexion. Après, voilà, on fait l'emplacement du pied de salade par exemple. Hein, c'est mouillé un petit peu pour que ce soit humide, quoi. Pour que la terre, elle boit. L'hydro-retenteur, je suis obligé de le travailler, c'est pour économiser l'eau. Il fait chaud. Là, c'est un exemple d'hier. Regardez, le pied de salade n'a pas été fané, pourtant aujourd'hui, il a fait chaud. Il a dû faire 30 degrés aujourd'hui. Voilà. On ne peut pas faire autrement parce qu'ici à Ouvéa, c'est nous, on doit gérer l'eau. On ne peut pas s'amuser à payer l'eau. C'est pour ça que nous aussi, les producteurs, on fait des efforts aussi pour faire des recherches pour économiser l'eau. Parce que c'est quelque chose qui va nous bouffer du fric, c'est l'eau. Puis c'est primordial pour nous, d'abord les êtres humains, puis les plantes, les animaux. Comme je suis certifié, de travailler puis de faire des recherches dessus. Qui fait que c'est pas trop cher non aussi pour moi. Tout à l'heure là-bas c'était avec le tronc de cocotier. Maintenant c'est directement. On a recomposé le sol sur des cailloux. Puis ça c'est ce qu'on a planté hier. Puis ça c'est d'aujourd'hui. Et après on va pailler. Comme ça. Non, on utilise le pulvé, c'est pour économiser l'eau, pour arriver directement à arroser la plante, pas arroser toute la terre bêtement. Là. Quand il fait chaud comme ça, on n'a pas besoin d'arroser tout ça pour les quelques pieds là. C'est pour ça que j'utilise le pulvé. Tout ça là, ça suffit pour faire pousser de la salade, des légumes. Il a tout ce qu'il faut pour manger. Voilà les pieds au bout d'un mois. Il n'y a que du sable avec de la terre et tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis de l'eau. Là, à ce stade-là, là, je viens avec l'arrosoir. Mais quand c'est petit comme ça, là, je vais au pulvé. C'est toujours pour économiser l'eau. Ici, à Ouvéa, on danse toujours à l'eau, surtout dans l'agriculture. On ne peut pas s'amuser à faire des grosses structures à cause de l'eau. Si on arrive à maîtriser l'eau d'abord, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses après. J'ajoute rien d'autre dedans que le cocotier. Avec la sonde de four à copra. C'est de la bourre de coco qui était dans le four, quand je mets dans le four à copra pour chauffer le copra. Qui donne après de l'huile et puis du savon, et puis que nous on prend ça là, pour bien terminer aussi le travail, comme le tourteau là-bas à l'huilerie, là, c'est pour le cochon, il revient encore au cochon. Après le cochon, on le met encore de la bourre de coco pour lui donner à manger, plus le tourteau.
Et puis ça, là, ça vient quand ils ont chauffé le copra. Les copraculteurs, quand ils ont chauffé le copra, là. Après ça, c'est la bourre de coco qu'ils ont cassée là, en faisant le copra. Ils mettent ça dans la turbine de leur four. Puis ça sort ça après. Quand ils ont nettoyé leur four, ça sort ça là. Si vous voyez que c'est comme ça, c'est parce que c'est normal, j'ai tamisé. On prend ça là, on met un peu autour, pas à côté, parce que c'est puissant. Et puis il ne faut plus toucher, il y a de la potasse dedans. Et ce que j'ai là, c'est rien que le cocotier. Ce que j'ai pu acheter, c'est l'hydrorétenteur, puis c'est tout. Puis l'eau que je prends du dessalement. Dans les îles, si on arrive à sortir des petits pieds de salade comme ça, grâce à notre cocotier, le cocotier des vieux, ben voilà. C'est la suite de leur travail, si tu veux. C'est la suite du travail des vieux qui a planté les cocotiers. Après, voilà. Nous, on ne va pas, le vieux, il a planté cocotier, puis on va aller chercher les cocos qui viennent d'Asie, là, de je sais pas où, là. Voilà, puis nous, voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il faut qu'on sache aussi maîtriser la nourriture chez nous. Qu'on arrête de chercher la dépendance, puis qu'à aller commander encore je sais pas où, là. Il faudrait déjà faire chez nous, et puis après, on emmène aussi notre pierre à l'édifice. On a laissé tout ce qu'on sait faire, le savoir-faire de nos ancêtres pour dire qu'on a été à l'école pour apprendre ci, pour apprendre ça, et puis en fin de compte, on n'a rien compris, parce que la culture biologique, c'est inné chez le Kanak. On a mis un mot biologique, voilà. Et le Kanak, lui, il fond sa bouteille, il rentre dans la terre, puis c'est bon. Hein. Son igname, c'est pareil. Il sait aussi gérer chez lui. C'est pour ça que le Kanak, il est toujours humble. C'est le système qui fait que le Kanak, maintenant, il est un peu... Il est surtout dérangé. Parce que chez nous, il n'y a pas de délinquant. Il est dérangé par le système, il ne sait pas se mettre avec des choses simples comme ça, là. On peut faire réfléchir. Pas seulement comme ça. Même les anciens, avec les champs d'igname, tout ça, là. Toutes nos façons de cultiver, il faut qu'on transmette aux jeunes pour qu'ils voient comment on vit chez nous. Puis s'ils veulent emmener aussi la façon de l'Europe, ben, c'est bien, mais nous on a déjà ça chez nous. C'est des plantes répulsives aussi qui nous soignent, qui peuvent aussi être des produits pour traiter contre les chenilles, tout ça. Là. Mais maintenant, c'est chacun fait comme il pense pour faire son produit, quoi. Moi, je fais pour moi. Je fais avec des plantes répulsives comme les piments, j'ai même des piments d'Espelette, les épines du Christ, c'est toutes ces plantes-là que je mets dans le jardin, mais que j'exploite aussi dedans pour faire produits répulsifs pour mon jardin. Avec le produit que j'ai fait avec des plantes répulsives, là. Voilà ce que ça fait. Là, la bête, elle s'est barrée. Voilà. Je ne l'ai pas tuée, elle s'est barrée. Voilà ce que ça donne, c'est bien, c'est aussi bien aussi pour les choux. On est parti de cette base-là, de faire aussi des produits répulsifs, pour ne pas faire venir des produits qu'on ne sait même pas lire, comprendre ce qui est écrit dessus. C'est pour ces choses-là qu'on fait de la culture biologique. La culture biologique, c'est pas seulement planter, c'est de comprendre aussi ce qu'on fait. Ah oui, ça donne vraiment envie d'aller prendre son petit panier, d'aller faire son petit marché clair. Directement chez le producteur. En fait. Ah oui, oui, c'est certain. En plus de ça, tu as vu, ils sont charmants, quoi. Hein, je veux dire, à l'exploitation Naweango. Hein, et puis, qu'est-ce que je voulais te dire? Il y a une petite info que j'avais envie de te donner pour te faire sourire un petit peu. Puis aussi, chers téléspectateurs, hein, parce que tout ce qui a été planté donc, au moment où Duke a réalisé le reportage, eh ben, a poussé, tu t'en doutes bien, hein, et même a déjà été récolté. D'accord, donc les légumes sont déjà prêts à la consommation? Eh bien écoute, oui, si ça se trouve, au moment où on en parle, eh ben, des personnes ont déjà consommé voilà, les produits qui ont donc poussé hein, sur l'exploitation de la famille Naweango. Donc voilà, hein, les choses vont vite, j'ai l'impression quand même, en quelques semaines, une récolte a été possible. Et puis, si tu veux simplement visiter les lieux, eh ben, pas de problème. Voilà, Scholastique et son mari t'accueilleront et vous accueilleront vous aussi les bras ouverts pour vous montrer un petit peu tout leur travail. Gentil. Alors, est-ce qu'on sait combien d'exploitations certifiées bio existent aux îles Loyauté? Alors oui, j'ai des chiffres hein, qui m'ont été donc transmis par Bio-Calédonia. Il faut savoir qu'il y a 29 producteurs hein, dans des secteurs divers. Hein. Il s'agit donc
donc du maraîchage, du secteur de l'arboriculture, hein, l'apiculture, la vanille aussi, la culture de la vanille, hein, dans l'élevage également. Hein. Au total, c'est quand même pas moins de 65 producteurs bio certifiés à ce jour. Hein. Ah oui, ce sont des chiffres qui sont assez encourageants. En tout cas, pour ceux qui veulent retrouver le plaisir de manger sain, comme on le disait tout à l'heure, cultivé surtout sans pesticides. Exactement, puisque c'est une question de santé, on le sait quand même, il y a des études qui montrent qu'il faut manger le plus sain possible. Hein. Et puis, forcément, du fait de ça, c'est un métier d'avenir, le fait de cultiver bio. C'est sûr. Exactement. Donc on sait qu'on trouve des tubercules bio, c'est d'ailleurs le produit, le légume le plus répandu aujourd'hui en bio, mais on trouve également de la salade, des tomates, des aubergines, même des fruits, Chloé, des litchis bio, des citrons bio, des mandarines et des pommes lianes bio. Donc ça aussi, c'est intéressant à savoir. Du côté des produits transformés, on a donc de la confiture, du pain, et puis il y a même de la viande. Oui, de la viande bio. Eh bien oui, de la viande bio. Des élevages bio, en fait. Eh bien oui, c'est ça. Donc du bœuf, du cerf, et puis on peut même aussi trouver des œufs bio. Ah oui, non, je te dis, ça donne vraiment envie d'aller faire son petit marché directement. Ah bah oui, c'est clair. Et d'ailleurs, encore une deuxième surprise pour toi. On va voir un petit extrait, ça se passe à Lifou. C'est Jamie Waimo qui vous a rapporté ce petit moment. Voilà, c'était au marché bio à Lifou. Allez-y, en dansant s'il vous plaît. Hein. On veut des éveillés et des réveillés. Cet après-midi, sous les arbres de Bio des Îles, elles sont naturelles et elles viennent des îles Loyauté. Alors voilà, vous pouvez donc vous rendre, c'est vrai, sur un marché bio, lorsqu'on a envie de trouver des produits de ce type-là, mais pas seulement, puisqu'on peut également faire ses petites courses dans des boutiques, bio où on peut trouver aussi des produits frais. On peut également se rapprocher du réseau des AMAP, AMAP signifiant Association pour le maintien donc, de l'agriculture paysanne. Voilà, on sait que par leur biais, on peut avoir son petit panier de légumes régulièrement. Il y a également les marchés Broussard qui proposent aussi des produits bio. Sains, oui. Bio. Exactement, bio. En tout cas, c'est certifié bio, oui. Oui, c'est ça. Il y a des, si tu veux, exposants qui viennent pendant les marchés bio pour proposer en fait leurs produits, tout simplement. Le bouche à oreille aussi, tu te doutes bien. Ça marche bien. Fonctionne, exactement. Et puis, sinon, Chloé, quoi de mieux ? Se rendre directement. Ben oui, à la source. Voilà, allons à la source et rendons-nous chez le producteur directement. Alors, le bio, l'agriculture bio, ça représente quelle part en fait dans la production locale du pays? Alors, on l'évalue au jour d'aujourd'hui à environ 2%. Ensuite, ce qu'on peut ajouter, c'est que dans le cadre de la vanille, concernant surtout la vanille, 20% si tu veux des volumes produits sont bio. D'accord. Alors,
c'est pas tout d'avoir le label bio, encore faut-il le conserver. Parce que le suivi, c'est aussi une garantie pour le consommateur. Exactement. Ne restons pas sur un premier acquis. C'est pas parce qu'on a eu son label bio que ça y est, tout est terminé. Eh ben non. Que ce soit contrôlé, quoi. Exactement. Et puis, il faut poursuivre la démarche et que ça soit régulier. Donc, pour vérifier que les agriculteurs qui ont reçu le label bio poursuivent leurs efforts, eh ben, chaque année, ils doivent refaire, si tu veux, en fait, leur certification. Donc, pour cela, il y a donc, si tu veux, des contrôles qui sont effectués. Donc, il y a un groupe composé d'agriculteurs et ou de consommateurs qui donc se rend sur place pour inspecter, vérifier. Voilà. Ensuite, ils écrivent un audit qui sera plus ou moins, ou pas du tout, d'ailleurs, validé par un comité qui est donc le comité territorial donc, de certification. Alors, dis-moi, si tous les ans, il faut faire revalider sa certification, ça doit quand même représenter une sacrée organisation sur le terrain. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'animateurs à l'association? Eh bien, au jour d'aujourd'hui, il y a 5 animateurs en fait, qui couvrent tout le territoire, mais il est certain que si de plus en plus d'agriculteurs bio sont certifiés, il faudra de plus en plus de force vive sur le terrain, tu t'en doutes bien. Donc, voilà, le besoin, il est constant, j'ai envie de te dire, puisqu'on aura toujours besoin de personnes pour vérifier, pour auditer et pour certifier. D'accord. Alors, on parle d'engrais naturels. Est-ce que ça convient pour la production pour l'agriculture bio? Alors, figure-toi, très bonne question, Chloé, puisque figure-toi que dans le cadre des fertilisants naturels, eh ben, tous ne sont pas forcément bio. Voilà, on connaît les fertilisants naturels, le fumier de cheval, le fumier de lapin, le caca de poule, le compost également. Mais voilà, pour pouvoir l'utiliser, si tu veux, sur une exploitation bio, il faut qu'il soit bio aussi, ce fertilisant naturel. Et tu sais quoi? Eh bien, il y a 2 agréments qui viennent d'être délivrés d'ailleurs auprès donc, de 2 producteurs d'engrais biologiques. Il s'agit donc du lambris compost et puis d'un engrais donc, de poisson. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi et c'est bon à savoir. Ensuite, tu sais qu'il existe des insectes que les maraîchers en fait utilisent sur leurs exploitations. Il s'agit des alerodes. Voilà, donc le principe c'est d'effectuer un lâcher en fait donc d'alerodes et puis ensuite les insectes ils font leur travail. D'accord. Alors si vous souhaitez tout savoir sur les labels, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, www.canc.nc. Vous cliquez sur l'onglet Produire durablement et vous trouverez toutes les infos sur le label bio. Merci beaucoup Marie-Hélène pour toutes ces infos. Avec plaisir Chloé, au revoir. Quant à nous, on passe au fin bon avec Davina qui nous dira tout sur le poulpe. Rebonjour Davina. Alors quoi de bon sur la carte d'NCTV pour ce fin bon spécial loyauté? Eh bien écoute, j'ai décidé qu'on allait parler du poulpe parce que aux îles c'est un mets de choix et qu'on consomme beaucoup. Donc on va commencer par le début. Vous le savez, la pieuvre et le poulpe ne font qu'un. Donc le mot pieuvre est apparu récemment alors que le mot poulpe lui était déjà utilisé du temps des Grecs. Sauf qu'en leur temps on disait polypus, donc ça signifie tout simplement plusieurs pieds. Donc il existe plusieurs espèces de poulpes différents, je peux t'en citer quelques-uns, je pense notamment au poulpe tacheté, donc il a une couleur rouge ponctuée de petites taches blanches, et ce qui vaut d'ailleurs son nom. Il possède de longues tentacules et son corps est formé d'un manteau robuste. Il peut avoir un poids de 400 grammes et une taille de 13 cm, ce qui fait de lui quand même un petit poulpe comparé à ce que nous on a ici, n'est-ce pas? Mais il a une petite particularité, ce poulpe, en fait, il mange d'autres poulpes. En plus, c'est bien des crustacés et des poissons qu'il a l'habitude de manger. Il se nourrit de ses congénères. Voilà, autre espèce dont je voulais parler, petit clin d'œil pour toi Chloé. Il s'agit de la pieuvre photogénique, de son nom scientifique Wanderpus photogénicus. Donc voilà, littéralement, ça signifie la merveilleuse pieuvre photogénique, rien que ça. Ah oui, et alors du coup ici chez nous on retrouve quelle sorte de poulpe, quelle espèce? Chez nous on va plutôt retrouver ce qu'ils disent le poulpe commun qu'on appelle aussi Octopus cyanea, donc qui vit dans les eaux
peu profondes du récif corallien. Tu peux le retrouver aussi du côté de l'océan Indien. Et contrairement aux autres poulpes, lui, il chasse durant le jour. Et puis, il peut changer de couleur aussi. Donc, autre particularité, c'est pas mal. Il peut passer de la couleur brune à une couleur violette. Et il est tacheté aussi de petits points blancs, ce qui l'aide apparemment pour la chasse. Et puis, on sait que les plus gros spécimens, ils peuvent atteindre une taille de 1,40 m pour quand même 4 kg. Ah oui, ben voilà, moi c'est comme ça que je veux pour mon repas de ce soir, un poulpe de 4 kilos. Bien sûr, mais si tu es sage, et puis avant de te donner un poulpe, je te propose qu'on aille suivre une petite recette que notre ami Duke Menango a suivie pour nous. Il est allé filmer donc Jérémy et Julien, aidés par leurs amis, ils ont fait une petite recette pour nous. Donc c'était un rôti de poulpe avec du riz au coco et une petite salade de papaye en entrée, donc on regarde. Aujourd'hui, les garçons, nous allons préparer un rôti de poulpe accompagné d'un riz au coco et en entrée une salade de papaye. Et en dessert, une papaye nature. Pour la salade, il nous faut une papaye verte, des tomates, de l'huile, du vinaigre, de la sauce soja et du poivre. Pour le rôti, il nous faut un poulpe, des tomates, des oignons, de l'ail, de l'huile, du sel, du poivre et de la sauce soja. Alors on va commencer par la salade. On va éplucher les papayes, nettoyer et râper. Pendant qu'on va faire la salade, il y a le petit frère Ané, là, va râper le coco pour le riz. Yoran va terminer de râper la papaye. Moi aussi, je termine de couper les tomates là, pour la salade. Ensuite, on va passer à la vinaigrette. C'est la vinaigrette. On a quoi le vinaigre, Yoran? Une cuillère de vinaigre. Un petit peu de sel et du poivre. Magie, 2 cuillères suffit. Juste pour. Donne quoi l'huile? Oui, donne l'huile. Tiens, beau. 3 cuillères d'huile, ça suffit. Ok, tourne un peu. Allez, goûte à quoi voir si c'est bon, parce que je sais que toi t'aimes bien goûter les... C'est bon? Ah, c'est bon. Ok. Ah, la vinaigrette est prête. Ensuite, là, il y a Jérémy, il va taper le poulpe avec les feuilles de papaye qu'on a été cuire tout à l'heure. Les feuilles de papaye vont servir à ramollir la chair du poulpe. Allez. Ça, c'était une technique que nos ancêtres, nos vieux avant, ils utilisaient pour pouvoir bien attendrir la viande du poulpe, la chair du poulpe. À la tribu, après avoir tué des cochons, nous utilisons aussi des papayes vertes pour laver le cochon après l'avoir tué, pour mieux conserver la viande et puis pour laver le cochon.
Déjà au toucher, là, on peut voir une grande différence par rapport à tout à l'heure. Le fait de taper avec les feuilles de papaye, il a bien fait son travail. Il a bien attendri la chair. On va pouvoir passer à la cuisson pour laisser le poulpe se vider de son eau pendant un quart d'heure. Hein. La salade elle est prête. On va laisser réserver au frais en attendant que le poulpe soit cuit. Ben, là, la cuisson du poulpe, là, elle est finie. Tout l'eau s'est vidé. Là, je vais débarrasser le poulpe, pouvoir le couper en gros morceaux. Puis garder les sucres pour la sauce tout à l'heure pour le goût. Là, je suis en train de couper en gros morceaux le poulpe. Je vais essuyer les légumes d'abord, faire la sauce, puis après je vais ajouter les morceaux de poulpe. J'ai essayé de récupérer le maximum de sucre pour suer les oignons avec les tomates et l'ail, pour réaliser la sauce, puis aussi pour donner du goût à la sauce, pour le rôti de poulpe. Vous entendez là le frémissement, le bruit des oignons et des tomates qui sont en train de suer là, avec les sucres. Là, je vais ajouter la sauce soja. La sauce soja, c'est pour donner un peu de couleur aussi. Je vais rajouter un peu d'eau dans la sauce. Je goûte un coup pour voir. Ah oui, on sent bien le goût du poulpe. Hein. Les sucres au fond tout à l'heure qu'on a récupérés, ben, ils ont bien fait leur travail, ils ont bien donné du goût. Maintenant, je vais juste rajouter un peu de sel, poivre, puis je vais pouvoir mettre les morceaux de poulpe dedans pour bien les laisser prendre le goût de la sauce et puis terminer la cuisson, quoi. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer au dressage. Sur assiette, hein. Vas-y, commence par mettre le riz.
Le rôti de poulpe accompagné du riz au coco et la salade de papaye est prête. Et en dessert, nous avons la papaye nature là. On va déguster ça avec de la bonne là. Voilà. On mange vite ça là, en passant à la bonne qui sont en métropole là. En ce moment c'est l'hiver. On va bien se régaler avec notre petit plat du jour là. Pour un trajet au volet, on va au terrain. Oh là 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 là, ça a l'air délicieux. Merci à vous les garçons pour cette petite recette. Et puis merci aussi pour l'astuce de la feuille de papayer pour nettoyer et attendrir la chair que je ne connaissais pas du tout. Mais moi non plus, je ne connaissais pas. En fait, c'est tout simplement parce qu'ils le font surtout aux îles, cette façon d'attendrir la viande. Donc je sais qu'ils disaient qu'ils faisaient ça avec leur maman. Du coup, ils ont voulu partager avec nous et c'est tant mieux. Merci à vous. Parce qu'on le sait, hein, une recette réussie quand tu fais du poulpe, c'est quand la viande elle est tendre. Oui, d'ailleurs, alors moi j'ai cuisiné du poulpe il n'y a pas très longtemps, pour la première fois d'ailleurs. Et donc c'était du poulpe au curry lait de coco là. Et donc ça cuit en général, ça cuit assez vite les fruits de mer. Donc au bout d'un moment, je vois que le poulpe est cuit. Donc je goûte et là, catastrophe, la viande caoutchouteuse. Je me dis, ça y est, j'ai raté mon plat, j'ai raté mon plat. Et j'étais avec mon ami qui me dit, mais non, si tu le cuis encore plus, tu vas voir, la viande va s'attendrir. Ce que j'ai fait, je l'ai cuit au moins 1 heure dans le curry et effectivement, la chair était beaucoup plus tendre. Bon, bah voilà, petite astuce de notre amie Chloé. Hein, j'espère que vous avez bien entendu. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. C'est sur NCTV. Il faut le laisser cuire. Si vous le trouvez trop caoutchouteux, bah, n'hésitez pas. Il faut trouver le juste milieu. Juste milieu. Après, ça dépend. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Parce qu'il y en a, ils n'ont même pas besoin de regarder leur montre. Ils savent, ah, ça y est, tu ne le cuis pas beaucoup. Alors là, ça va être tendre. Mais si tu le cuis un petit peu trop, ça va être trop dur. Et donc là, il faut recuire encore plus longtemps pour que ça je pense que ça tendrisse encore un petit peu. D'ailleurs, tu parlais du poulpe au curry lait de coco, mais dans le top 10 des plats qu'on fait ici à base de poulpe, il y a aussi la salade de poulpe, la fameuse. Hein. Et puis le bounia au poulpe qu'on n'a pas encore goûté, mais bon, qui sait, peut-être bientôt. Et puis, autre façon aussi, tu peux faire tout simplement bouillir et manger avec du riz. C'est excellent aussi comme ça. D'accord, donc ça, c'est les recettes phares du pays. Et ailleurs, comment est-ce qu'on le cuisine? Eh bien, écoute, ailleurs, je sais que notamment en Espagne, par exemple, ils mangent le poulpe en brochette. Ils le mettent aussi dans les tapas ou encore dans leur paella. Mais nos amis italiens, par exemple, ils préfèrent le faire en sauce. Mais quand je te dis la sauce, c'est la sauce, quoi, bien épaisse, bien de chez eux. Oui, là. la crème. Voilà. Donc voilà, original. Et puis, nos amis arabes préfèrent le couscous à base de poulpe. Ah oui. Je ne connais pas, à tester. Oui. En France, par exemple, eux, ils préfèrent le mélanger à d'autres fruits de mer. Ils font ce qu'ils appellent la poêlée de fruits de mer. Il y a aussi des quiches où ils pourront mettre du poulpe dedans ou les tiels de nos amis sétois. Donc voilà, les tiels avec du poulpe à l'intérieur. Des tiels, qu'est-ce que c'est des tiels? Bien, les tiels, ce sont des tourtes que cuisinent nos amis sétois du département de l'Hérault. Ils raffolent de ça, donc à tester. Aussi. Donc voilà, après, ça dépend de l'endroit où on vit et puis de ce qu'on a comme ingrédients après pour cuisiner le poulpe. Oui, et puis si on a un petit peu d'imagination et qu'on aime la cuisine, on peut toujours adapter toutes sortes de recettes. C'est vrai. Et puis une dernière question, quand est-ce que tu nous fais une petite salade de poulpe? Eh bien écoute, réponse, quand notre ami Duke Menongo aura enfin pêché le poulpe, tout simplement. Bon, mais on lui souhaite bonne pêche, Duke, hein, on a faim, fais vite quand même. Merci beaucoup Davina. Merci Chloé et au revoir tout le monde. Quant à nous, on s'occupe de vous tout de suite avec Anna. Bonjour Anna, alors cette fois-ci nous allons à Lifou et nous parlerons des plantes médicinales. Alors il faut savoir qu'ici la flore calédonienne compte 3926 espèces qui sont décrites, dont 75% sont endémiques. Donc ici les plantes sont utilisées aussi pour la médecine traditionnelle. Bonjour Chloé, bonjour à tous. D'ailleurs ces plantes, elles font l'objet de recherches scientifiques qui pourraient servir à des fins médicales pour des grands laboratoires français et notamment contre des maladies très redoutées. Alors, est-ce que les hommes ont toujours utilisé les plantes pour se soigner? En tout cas, ça remonte à loin puisqu'on a retrouvé des traces quand même de l'utilisation des plantes 5000 ans avant Jésus-Christ et c'était en Chine.
En Mésopotamie aussi et en Égypte, on a retrouvé des tablettes donc, et des papyrus qui témoignent donc de l'utilisation des plantes pour se soigner. Et puis dans le monde occidental, c'est Hippocrate donc, qui marque l'intérêt pour ces remèdes. Et puis évidemment, de siècle en siècle, eh bien, on a pu approfondir la connaissance des plantes et de leurs propriétés. Alors oui, en effet, c'est une histoire qui remonte à très longtemps. Et alors, dans la plupart des pays tropicaux, 60 à 80% des populations ont recours à des plantes médicinales pour se soigner. Alors, premièrement, parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments de la médecine moderne. Et puis, d'autre part, parce que les plantes médicinales sont souvent très efficaces. Justement, une plante médicinale, donc on dit qu'elle est médicinale parce qu'elle est utilisée par rapport à ses propriétés donc, particulières qui sont bénéfiques pour la santé humaine et même pour les animaux, parce que ça peut aussi soigner les animaux, pas que les humains. Alors je vois que tu nous as emmené quelques spécimens de plantes, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui Chloé, bien sûr. Alors je commencerai donc par l'aloe, aloe vera ou aloès comme on l'appelle ici. Donc voilà un peu à quoi ressemble la feuille, une feuille que j'ai cassée, que j'ai ramenée de mon jardin. Donc je l'ai ouvert un peu, hein, j'ai un peu enlevé la peau pour voir, pour montrer l'intérieur avec le fameux gel. Donc ça c'est l'aloe vera c'est une plante grasse. À l'intérieur donc il y a une espèce de tissu cellulaire spongieux qui stocke l'eau. Ensuite par alchimie, eh bien, ça se transforme en gel. Voilà le fameux gel. Et c'est ce gel qui est très recherché pour ses propriétés médicinales. Donc ici on l'appelle aussi la plante à brûlure, parce qu'on l'utilise couramment lorsqu'on se brûle, on a des petites brûlures. Tout de suite, on casse, on applique dessus. C'est très efficace, mais ça sert aussi comme cicatrisant. Ça soulage aussi des piqûres d'insectes, de l'eczéma également. Et puis, actuellement, il y a des chercheurs qui étudient aussi, ils font des essais cliniques sur des malades qui sont atteints du sida et du cancer du poumon. Donc, tout ça avec notre petit aloe vera. Et il y a beaucoup de dérivés, hein, puisque actuellement c'est très à la mode, donc il y a beaucoup de produits. On les retrouve dans les shampoings, dans les lotions, dans les crèmes et même en boisson. Ah oui, les boissons aloe vera, c'est très à la mode en ce moment. On peut même en faire à la maison, hein, sa propre boisson fait maison. Ensuite, je vais te présenter donc, le corosol. Ça pousse partout en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà un peu à quoi ressemble la feuille. Bon, un peu fanée évidemment parce que ça vient de Pointe-du-Mier également de mon jardin. Donc voilà un peu la feuille de corosol. Le pied de corosol, donc on mange les fruits, donc les fruits du corosol. Donc je crois qu'on a déjà parlé dans un fin bon, les bienfaits du corosol. Les feuilles aussi servent à quelque chose, surtout lorsque les enfants ont la varicelle. Donc on prend quelques feuilles qu'on met dans de l'eau, on fait bouillir. Ensuite on baigne les enfants avec tout simplement. Et ça fait sécher les pustules donc, de la varicelle et ça ne laisse pas de cicatrices. Et puis il faut savoir aussi, astuce pour vous les mamans qui avez des petits nourrissons à la maison, des petits bébés nerveux, eh bien, le bain corosol, ça les calme aussi, ça les détend. C'est bon à savoir. Voilà, donc planter des corosols dans vos jardins. Ensuite, je voudrais parler du coléus. Alors, le coléus, voilà à quoi ça ressemble le coléus. Il faut savoir que le coléus, il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, beaucoup de tailles. Donc ça, c'est une que j'ai emmenée. Parce que c'est celle qu'on utilise dans les massages. Donc le coléus, c'est la plante de vie. D'accord. Ici, chez les Kanaks, c'est la plante de vie, le coléus. Tu pourras tester sur moi. Si tu veux. Donc on verra d'ailleurs dans un prochain reportage sur le massage en Nouvelle-Calédonie où on utilise cette plante, le coléus. Ensuite, dans le reportage qu'on va voir qui suit, on parlera du bois de pétrole, ou qu'on appelle aussi communément aussi le potch, parce qu'on utilise les fleurs pour faire des couronnes avec ces très odorants, ces fleurs-là. Mais dans le reportage, on utilisera plutôt les feuilles, et ça sera pour soigner les otites. Mais bon, on verra après. Et les plantes, donc on s'en sert pour se soigner, comme on vient de donner quelques exemples, mais ça sert aussi comme cosmétique. Pour les cheveux, les soins des cheveux, les soins de la peau. Donc, l'exemple dans le Pacifique, très connu, le monoï. Le fameux monoï. Alors, voilà le monoï.
Donc, qu'est-ce que c'est le monoï? C'est une huile parfumée. En tahitien, ça s'appelle même huile sacrée. Alors ça, je ne savais pas que ça voulait dire l'huile sacrée en tahitien. Donc, c'est un produit de beauté qui est obtenu donc, par macération. On fait macérer des fleurs de tiare dans de l'huile raffinée de copra. Donc, le copra, c'est fait à base de coco. Donc, voilà, il sert en Polynésie. Donc, on s'en sert comme huile de massage. Et puis, ça nourrit la peau. Et puis, les cheveux. Donc, la peau et les cheveux, oui. On ne montrera plus les belles chevelures des Tahitiennes. Donc, voilà, grâce au monoï. Donc, on ne va pas se priver du monoï. Et puis, il y a d'autres vertus cosmétiques, toujours avec à base de plantes. Donc, je voudrais vous parler du beurre de karité, qui est peut-être pas très connu ici, pas très utilisé, parce que c'est surtout utilisé en Afrique. Donc, le beurre de karité, c'est un beurre végétal, donc qui est utilisé extrait à partir des fruits du karité. Et le karité, c'est un arbre qui pousse donc en Afrique de l'Ouest, et ça signifie aussi, le nom, il signifie vie. Comme le coléus. Ouais. Donc, il est surtout connu pour ses produits hydratants et assouplissants de la peau. Donc, voilà à quoi ressemble le beurre de karité. Tu peux toucher, hein, Chloé, si tu veux. Ah oui. Voilà. C'est comme du beurre, mais sur la peau. On prend une petite quantité qu'on met, on met dans la paume de la main. Ensuite, on la réchauffe bien. Ah, je réchauffe sur la peau. On réchauffe bien. Ensuite, on s'enduit. On s'en applique sur la peau, donc c'est très très hydratant. Ça peut servir pour la peau, pour les cheveux aussi. Ouais. Et voilà, et c'est à partir d'une plante. D'accord. Ensuite, il y a le henné. Le henné, c'est un arbuste épineux qui peut atteindre jusqu'à quand même 6 mètres de haut. Donc là, on utilise les feuilles qui sont réduites en poudre. Et ces feuilles, donc, elles contiennent une molécule particulière. Et c'est ça qui produit en fait des teintes rouges, jaunes et orangées. Donc on utilise ça en teinture textile. Donc sur tissu, corporel, pour faire des tatouages éphémères. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est joli. Ah oui, c'est très beau. Ensuite, pour les cheveux. Pour les cheveux, oui, tout simplement pour les cheveux. Donc voilà le henné. Voilà la poudre de henné. Poudre de henné. Et il y a plusieurs types de henné. Il y a le henné neutre. Celui-là, c'est le neutre. Donc quand on le met, on l'applique en masque sur la chevelure, il ne donne pas de couleur, mais il fait ressortir les nuances naturelles du cheveu. D'accord, très bien. Et en ce qui concerne le beurre de karité et le henné, j'ai testé pour vous. C'est efficace. Efficace. Ben, en fait, on a tout à portée de main au final. Oui, donc on n'a plus qu'à se servir, voilà, tout simplement. Bon, ben, on peut regarder maintenant le reportage de Duke. Avec plaisir, Chloé. On regarde le reportage de Duke, Menango. Ça, c'est hippote. Amla ke hippote, jeune pot. Amla ke feuille, amla ke fleur. Mais le médicament, c'est la feuille. Amla feuille, que amla la jeune pot, et tu crois que la nyanya yase. Que est pas comme la jeune pot, tu as mangé et Pakra brûlé à tout, tu as tourné à ça et moi, au début, tu as pressé pour la nyanga. Maneka otit, maneka muka coulé la re pime ko ni nyanga, tu as pâté na d'une pot, mais tu as calmé la douleur. Et bien, la peine est la d'une pot là. Assez à la peine la d'une pot. Amela latana ke kula saya sane heleme zeme kula mada ya sahu tela latana made awetan bulai mada amla mu meket me poda ya sabrolan me ya sai ni ne siane megat me ni mano manono anela kata kwa yang isa te sa bulan ngo ya sapi hujan ngala ke inilah hujan lah
les feuilles de papaye, on utilise, on fait bouillir les feuilles de papaye pour le foie. Et puis surtout pour nous, pour les gens qui se sentent lourds, c'est surtout pour le surpoids. Ben, on pense aussi, on fait par rapport aussi à des roussettes. Parce que quand les roussettes se sentent lourdes, ils se mettent sur le pied de papayer et ils mangent la tige qui va vers les feuilles. Et ça, c'est pour couper la graisse. Parce que quand elles se sentent lourdes, elles se mettent toujours dessus pour manger. Et c'est pour ça que parfois, on voit à la tribu, chez nous, des papayers on voit les feuilles de papayers qui sont esquintées, surtout le matin. C'est parce que les roussettes, elles sont venues pour manger. Voilà, le Aïchaba, c'est ça, là, c'est ce mélange de feuilles. Là. Toutes les feuilles des arbres, les oueng, les meruyo, yébolé, le yémou, le gaillac. Le yébolé, je ne sais pas, c'est chingom, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà toutes les feuilles qui poussent, qu'on appelle ici la forêt sèche, mais c'est un peu trop faible, la forêt sèche, on va dire la savane, c'est mieux, le goutaoueng. Tout ça pousse au goutaoueng. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a la feuille de meruyo, j'ai la feuille de oueng, la feuille de gaillac, et j'ai pris les feuilles rouges de oueng, les feuilles rouges, les vieilles feuilles, parce que la plupart des médicaments que j'ai vus, la feuille de meruyo, quand elle rougit aussi, c'est que des feuilles qui rougissent. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y a une chlorophylle qui passe au rouge. Mais on mélange avec ces feuilles-là parce qu'elles sont arrivées à un stade de vieillissement qui permet une meilleure dilution dans l'eau. Voilà. Les mélanger avec les feuilles vertes, ça permet de garder un peu plus longtemps la solution parce qu'elle met du temps à se diluer. Voilà. Et on sait que quand ce genre de médicaments il reste assez longtemps dans l'eau, il y a un genre de pourrissement qui donne à la solution qu'on va boire des propriétés de purge qui permet à l'enfant de se purger, de nettoyer son ventre, ou chacun de nettoyer son ventre, d'attendrir le système digestif. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant tout ce que les plantes peuvent faire, donc pourquoi se priver ? Et je n'ai donné que quelques exemples précis. Je n'ai pas parlé du cocotier, de la canne à sucre, du citronnier, du goyavier, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Je vais juste redonner quand même un petit exemple avec l'hibiscus, parce que l'hibiscus, il n'y a que ça ici. Donc c'est un arbuste ornemental, on l'utilise surtout pour faire des haies. Eh bien, il faut savoir qu'on peut l'utiliser aussi en décoction. Donc les fleurs, on prend les fleurs en décoction, et puis ça peut soigner la toux. Et puis ça soulage aussi les jambes lourdes. Donc voilà, vous allez dans votre jardin, vous cueillez des fleurs, vous faites une décoction, tout simplement. Et puis il y a aussi le croton, donc le croton qui est une plante un peu comme le coléus, qu'on plante autour des foyers, donc qui est censé protéger un peu l'habitation. C'est une protection en fait contre les agressions magiques. Donc là, on utilise les feuilles. On casse les feuilles de croton qu'on met juste derrière l'oreille. C'est censé nous protéger. D'accord. Et puis on poursuit les recherches dans ce domaine du côté du Mont d'Or, par exemple, où il y a un laboratoire qui utilise donc les plantes médicinales comme matière première, l'hibiscus, le niaouli, l'aloe vera, le goyavier. Donc toutes ces matières premières entrent ensuite dans la fabrication d'une gamme de produits fabriqués donc exclusivement avec des plantes de Nouvelle-Calédonie, donc des gélules, des lotions, des gels à base d'aloès. Il y a aussi des bonbons qui sont faits et puis du baume au niaouli. Et à signaler, Chloé, que ce laboratoire fait partie en fait d'un groupement d'intérêt scientifique, le GIS. Donc, il collabore avec notamment l'Université du Pacifique, l'IRD, l'IAC, le CNRS, la Province Sud et l'Institut Pasteur. Donc voilà, c'est du sérieux. Voilà, merci beaucoup Anna pour ces précieuses informations et on te retrouve donc demain. Avec plaisir, à demain tout le monde. C'est ainsi que s'achève notre quotidienne du jour. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain.